Nous en sommes maintenant rendus au module 4, la gestion des données en cours de projet, qu'on appelle aussi la gestion des données actives. Ce module-ci va se concentrer sur l'organisation, la documentation et le stockage des données. En ce qui concerne l'organisation des dossiers, on s'attend à ce que le chercheur utilise une hiérarchie ou une arborescence logique, c'est-à-dire que les fichiers de même nature vont être rassemblés dans un même dossier. À titre d'exemple, tous les verbatims vont se rassembler dans un même dossier, toute la documentation va être aussi dans son propre dossier. Aussi, on souhaite que le chercheur utilise une certaine cohérence dans la façon de classer ses fichiers et une certaine uniformité. Donc, on va toujours utiliser la même méthode, la même procédure pour classer et organiser les fichiers. Un petit truc aussi qu'on donne par rapport à la sauvegarde des fichiers, c'est vraiment de garder dans un dossier ces données brutes et de ne pas y toucher. Donc, de mettre le dossier soit sous lecture seule ou sous mot de passe, par exemple, pour être certain de conserver vraiment une version originale des fichiers, des données brutes. Et dans le fond, quand on veut travailler ces données-là, on en fait une copie. Puis, c'est sur cette copie-là qu'on va travailler, qu'on va analyser les données, qu'on va traiter les données. Donc, l'idée, c'est vraiment d'éviter d'écraser le fichier de données brutes. Et donc, si on perd nos données brutes, on repart vraiment de zéro. Donc, comme c'est important, on le garde dans un fichier à part. Un autre aspect important de la gestion des données actives, c'est le nommage des fichiers. Particulièrement si on est dans une grosse équipe de recherche, on va s'assurer de se doter d'une procédure pour nommer les fichiers. De cette façon-là, tout le monde, chaque membre de l'équipe va vraiment nommer le fichier de la même façon. Et en plus, quand on veut trouver un fichier, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Il y a quelques recommandations qui existent par rapport au nommage des fichiers, notamment ne pas utiliser trop de caractères. Donc, on va essayer de se limiter à peu près à 32 caractères maximum. On va, par exemple, essayer d'éviter des accentuations ou des caractères spéciaux. On peut utiliser, par exemple, la barre en bas ou le tiret pour séparer les termes. Parlant des mots à utiliser pour nommer les fichiers, on va essayer d'utiliser ce qui est le plus essentiel, ce qui décrit le mieux le fichier. Pas besoin de donner trop de détails non plus, mais quand même, il faut qu'on ait un aperçu de ce que contient le fichier. Une autre recommandation, c'est d'utiliser le versionnage. Donc, au lieu d'utiliser un seul fichier qu'on va écraser et sur lequel on va travailler, par exemple, les données, on essaie de faire plusieurs fichiers. Donc, à chaque fois qu'on a une modification majeure, par exemple, on crée un autre fichier. Donc, on peut l'appeler V2, par exemple, au lieu de V1, et par la suite la version 3, la version 4, etc. Donc, quand on crée plusieurs versions comme ça au fil des modifications, ça nous permet que si on fait une erreur, par exemple, dans le nettoyage des données, puis on perd un bout de notre fichier, par exemple, on peut retourner à la version précédente qui est simplement dans un autre fichier. Donc, on a peut-être juste le travail d'une journée à refaire au lieu de refaire le travail depuis le début. Donc, on essaie de ne pas garder un seul fichier qu'on va toujours écraser, mais plutôt d'opter pour le versionnage de fichiers. Donc, maintenant qu'on a prévu comment organiser, comment nommer ces fichiers, c'est important de penser à la documentation qu'on va joindre avec notre fichier de données ou notre dossier de données. Cette documentation-là peut prendre plusieurs formes et elle va servir surtout à décrire les données, à mettre en contexte les données. Donc, elle doit être toujours jointe et accolée, si on veut, aux données pour la mettre en contexte. Le fichier le plus répandu, c'est vraiment d'utiliser un fichier lisez-moi. Donc, lisez-moi, c'est le nom du fichier. Il va être sous format texte, donc .txt. Si notre recherche est en anglais ou nos données sont vraiment toutes en anglais, ça serait un fichier README. Donc, si vous voyez ça dans certains jeux de données, soit un fichier lisez-moi ou un fichier README. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu un fichier là, qui va décrire là, toutes les données, toute la nature des données, etc. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans plus précisément? On va retrouver, par exemple, le nom du chercheur principal, la description du projet, la collecte de données, donc le contexte de la collecte de données, quand est-ce que ça s'est passé et dans quel contexte, etc. On va y trouver aussi une certaine méthodologie du traitement des données. On peut y retrouver la hiérarchie des
la hiérarchie des fichiers pour bien comprendre les fichiers. Bref, ça va être utilisé dans le cadre d'un partage de données ou même dans tout autre contexte là, pour qu'on puisse, quelques années plus tard, là, comprendre vraiment les données, que ce soit nous-mêmes ou d'autres personnes. Ça va être important pour contextualiser les données. Il existe aussi un dictionnaire des données qui peut, si on a peu de variables, ça peut être intégré aussi au fichier Lisez-moi. Mais bref, il peut y avoir aussi un autre fichier de documentation qui s'appelle le dictionnaire des données. Un dictionnaire des données, c'est surtout si vous avez plusieurs variables. Hein. Ça va être en fait de définir chacune de ces variables-là. Il y a quelques logiciels qui permettent justement qu'on puisse les définir dans le logiciel puis les exporter dans un fichier texte, là, par exemple. Donc, vous allez avoir, par exemple, une variable, par exemple, l'année de naissance, et vous allez devoir décrire, donc, disons que vous avez utilisé un certain acronyme pour identifier cette variable-là. Donc, vous avez écrit AN pour année de naissance, je ne sais pas, vous avez utilisé un certain acronyme. Mais dans le dictionnaire de données, vous allez définir que AN signifie pour vous année de naissance, et vous allez noter aussi la façon dont vous avez inscrit ou saisi cette donnée-là dans votre fichier. Donc, par exemple, vous avez été avec une suite de 8 chiffres, donc année, mois, jour de naissance, par exemple. Donc, vous allez décrire chacune des variables comme ça pour mettre en contexte, en fait, pour que les chercheurs qui veulent réutiliser vos données ou encore simplement pour vous guider dans votre propre recherche et pour avoir une certaine rigueur, vous allez pouvoir vous fier à ce dictionnaire-là pour identifier là, chacune des variables et mieux les comprendre et ne pas oublier ce que ça signifie ou oublier la façon dont il faut saisir la donnée. Une autre façon de faire aussi, c'est particulièrement dans le partage de données, c'est d'accoler des métadonnées riches au jeu de données. Donc, la description des données, on met le plus d'informations possible dans les champs, dans les informations qu'il faut remplir au moment de déposer un jeu de données, par exemple. Mais on peut aussi, certains logiciels le permettent, on peut carrément extraire des métadonnées, par exemple un logiciel de captation vidéo ou de captation audio. Il peut y avoir des données aussi qui sont automatiquement générées par le logiciel. Donc ça peut être quelque chose qui vient documenter la donnée. Donc ça va préciser l'outil qui a été utilisé, la version du logiciel qui a été utilisée, le moment de captation, etc. Donc, il y a des logiciels qui permettent aussi facilement d'avoir des métadonnées générées automatiquement, si on veut, et on peut les joindre à notre jeu de données. Maintenant qu'on a une idée de la façon dont on va organiser nos données et les nommer et les documenter, il faut savoir comment les enregistrer, sous quel format les enregistrer. Donc, il est recommandé normalement d'enregistrer nos données sous des fichiers ouverts ou non propriétaires, qui s'opposent aux fichiers dits propriétaires. Ces formats de fichiers-là, propriétaires, doivent s'ouvrir avec un logiciel particulier appartenant à une compagnie. Par exemple, si on prend un document dans lequel il y a du texte, là, des données textuelles, il est privilégié de l'enregistrer sous un format .txt, donc un format de fichier qu'on appelle un format texte. Le format texte peut s'ouvrir avec n'importe quel traitement de texte, donc soit bloc-notes, soit Word, soit n'importe quel logiciel de traitement de texte qui existe, parce que c'est un format ouvert. À l'opposé, si on enregistre nos données sous un format Word, sous un format .doc, par exemple, un format doc, à ce moment-là, il faut utiliser seulement Word pour l'ouvrir, donc c'est beaucoup plus restreignant. Pourquoi on utilise des formats plus ouverts que des formats qu'on dit propriétaires? C'est tout simplement pour de un, le partage de données. Donc, si on veut que tout le monde puisse ouvrir nos données puis qu'il n'y ait pas de barrière de logiciel à avoir, on essaie de l'enregistrer dans un format ouvert. Et la deuxième raison, c'est tout simplement pour la conservation à long terme. Donc, un fichier de texte, par exemple, va se conserver pendant des années durant, alors qu'un fichier Word, dans une certaine version de Word, va peut-être être désuet au bout de quelques années. Donc, pour ces deux raisons-là, on essaie de privilégier le format ouvert ou non propriétaire. Donc, maintenant qu'on a choisi un format sous lequel enregistrer nos fichiers,
on peut se demander où est-ce qu'on va stocker et sauvegarder nos fichiers. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a une règle qui s'appelle la règle du 3-2-1, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir au minimum 3 copies de sauvegarde de notre fichier de données sur 2 supports distincts, dont un qui va être situé hors campus. Pourquoi cette règle-là? C'est en fait qu'on veut essayer de ne pas mettre toutes nos données à un seul endroit. Si jamais il arrive quelque chose, un incident, mais on ne veut pas que les données restent à un même endroit puis que ce soit notre seule copie de disponible qui serait perdue. Donc, à ce moment-là, pour répondre à cette règle-là, en gros, il y a plusieurs alternatives qui existent à l'UQTR. Donc, si vous êtes un professeur, il y a 3 alternatives qui s'offrent à vous. La première étant l'espace sécurisé des serveurs de l'UQTR, donc le U et le P. C'est un endroit où vous pouvez stocker vos données. Il y a aussi, vous pouvez utiliser en complémentarité le OneDrive de l'UQTR, donc pour vous assurer d'avoir un autre espace de sauvegarde. Donc le OneDrive, l'espace sécurisé du OneDrive de l'UQTR, c'est là où vous pouvez mettre vos données de recherche. Et la troisième alternative aussi, c'est la boîte courriel. Donc, vous pouvez vous envoyer un courriel à vous-même de votre courriel UQTR à votre courriel UQTR, donc pour conserver vos données. À noter qu'on ne veut pas non plus, en général, pour tout projet de recherche, on ne veut pas disséminer à trop d'endroits différents nos données. D'un, c'est plus compliqué à gérer, donc on va être perdu un peu dans le versionnage ou dans les sauvegardes. Et de deux, si on a des données sensibles, ça fait qu'il y a encore plus de failles qu'on peut ouvrir pour que des personnes malveillantes puissent venir voler les données. Donc, on fait attention à ne pas disséminer non plus à trop d'endroits nos données. Mais si on s'assure d'utiliser des espaces sécurisés, c'est vraiment la meilleure méthode. Si vous êtes étudiant, vous pouvez utiliser le OneDrive de l'UQTR et la boîte courriel de l'UQTR aussi. Fait à noter aussi, lorsque vous avez passé votre diplomation, vous n'avez plus accès au OneDrive de l'UQTR, donc c'est quelque chose à garder en tête. Bref, il faut retenir que des supports comme les clés USB, les CD, les DVD, ce sont vraiment des mauvais supports pour conserver les données de recherche. La clé USB et le CD servent seulement à transporter des données, mais ne servent pas à conserver des données. C'est des supports qui deviennent désuets très, très rapidement et qui peuvent s'abîmer, peuvent se faire voler, peuvent tomber de notre poche assez facilement. Donc, on va vraiment éviter ce type de support-là. Un peu comme les disques durs aussi, c'est pas nécessairement toujours recommandé. Donc, on va vraiment un peu plus vers le OneDrive et les espaces sécurisés de l'UQTR. Donc, c'est ce qui met fin au module 4, la gestion des données en cours de projet. Vous pourrez essayer aussi de tester vos connaissances avec les quelques exercices dans la page de formation.